Siku inafika, tutamani na Cela que ce soit dépend de ta religion, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, disons chrétien, même les soi-disant occultes, des fois, vous allez voir qu'ils ont des deuils, ils se mettent à pleurer, même si ça peut être des larmes. Il n'y a rien de mieux que cela, et au niveau aussi des races. Donc, c'est la peur, la culture de la peur, de la différence. Donc, ne vous agirez pas des fois par rapport aux us et mœurs. Allons, par exemple. Dans le cœur des croyants, amour. Oh, amour. N'insultez pas, ne le rejetez pas. Et je lui ai montré l'amour que nous pouvons dégager dans le christianisme afin qu'il revienne dans le droit chemin. Mais ce n'était pas facile. Donc nous avons aussi des problèmes, révérend. Nous avons des problèmes. Excusez-moi de vous avoir parlé la parole. Oui. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je crois que c'est aussi une question de qu'est-ce que j'ai à donner à mes enfants. Où on comprend que si on a des outils en moins, si on manque une certaine compétence, faculté de raisonnement ou de compréhension, qu'on se sent agressé. Parce que quand on se sent agressé, c'est dans ces cadres-là où on peut se mettre sur la défensive. Aujourd'hui, nous devions diaboliser nos frères, diaboliser nos sœurs. Aujourd'hui, dès que je vous dis, hein, absolument. Siku inafika, tutamani na pashulale, duniani maneno, tutamani na pashulale. Usiku inafika, tutamani na pashulale, duniani maneno, tutamani na pashulale. Mtoto wa mama, usiku inakuya, muzika weyo. Usiku inafika, lalawe, tutamani na pashulale. Twa mama we, duniani maneno, tutamani na pashulale. Hapa dunia, mambo mingi mtoto mama, mapendo njo mwisho, enye Mungu alituomba di, Usiku inafika, tutamani na pashulale, duniani maneno, tutamani na pashulale. Tutamama mlala, kesho ni kesho, aweye. Usiku inafika, tutamani na pashulale, duniani maneno, tutamani na pashulale. Toto alawe, duniani mangu, mabodie. Usiku inafika, tutamani na pashulale, duniani maneno.
Usiku inafika, mtoto mami na pashulale, duniani maneno, mtoto mami na pashulale. Fidèle auditeur et auditrice de la chaîne Am Africa World, bonsoir. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité au sein de notre chaîne qui est la chaîne, comme j'ai l'habitude de le dire, la chaîne de l'excellence, la chaîne de la différence et la chaîne de l'information. Ce soir, vous avez un grand retour au sein de votre chaîne. C'est l'émission Autopsie New Look. Pour ceux qui nous connaissent, ils savent que nous avons débuté au sein de cette émission, cela fait belle lurette. Nous avons commencé dans les médias, cela fait très longtemps au sein de la chaîne TKM à Kinshasa et puis la RTK auquel notre émission Autopsie était diffusée à Kin avant que nous puissions nous retrouver ici en Occident et nous avons eu à faire plusieurs émissions et reportages pour la chaîne Global TV et puis dans les chaînes connexes telles que la chaîne Am Africa World, la chaîne de l'excellence. Ce soir, donc, c'est le grand retour de l'émission Autopsie New Look avec votre servante, comme j'ai l'habitude de le dire, Rogacienne Kapema. Ce soir, en tout cas, je voudrais sérieusement capter votre attention parce que nous allons entrer dans les thèmes d'actualité. Et je crois que pour ceux qui ont suivi notre chaîne depuis le début, donc nous savons que le thème d'aujourd'hui de notre débat sera le danger de la xénophobie dans notre société. Je sais que c'est un terme assez vague, mais si nous allons par exemple dans la racine, comme j'ai l'habitude de le dire, du mot, nous allons comprendre que la xénophobie est soutirée du grec qui voudrait dire xénos, xénos qui voudrait dire étranger et phobos qui voudrait dire rejet et peur. En fait, l'être humain a l'habitude d'avoir la peur de la différence et nous allons l'avoir dans tous les niveaux, non seulement au niveau des couleurs, au niveau des cultures, mais même au niveau de la religion, même au niveau de la différence de niveau social. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont l'habitude de vilipender les personnes qui sont aisées socialement en les traitant de hautains, d'orgueilleux, parce qu'ils ont été bénis peut-être quelque part financièrement, ils ont eu des opportunités et certaines portes leur sont ouvertes. Il y en a d'autres qui sont complexées aussi par rapport à la couleur en se disant que non, les personnes qui sont bronzées sont comme ci, comme cela. D'autres au contraire, préfère être bronzé en se disant qu'il a rien de mieux que cela, et au niveau aussi des races. Donc, c'est la peur, la culture de la peur, de la différence. Et alors, ce soir, nous allons parler de l'impact de la xénophobie dans nos sociétés, surtout par rapport à vous qui suivez les informations. Vous savez ce qui s'est passé récemment en France et encore aujourd'hui au Mali. Donc, franchement, je tiens d'abord à compatir par rapport à toutes ces personnes qui sont des innocents, malgré que d'autres trouvent des raisons de leur mort. Mais j'aime bien dire qu'on ne se moque jamais de la mort d'une personne. Une personne qui part, c'est une personne qui est morte. Que ce soit une femme qui a été violée à l'est de la RDC, c'est une personne qui est partie. Une personne qui est morte par une bombe antipersonnelle en Angola, c'est une personne qui est morte. Une personne qui a été bombardée en Syrie, nous déplorons la mort d'une personne. Une personne qui a été assassinée en France, de même, nous déplorons sa mort. Nous déplorons les gens qui ont été bombardés en Irak. Nous déplorons la mort des personnes qui sont mortes au Mali. Un mort restera un mort, quelle que soit la cause ou bien la raison. Et je crois que à travers nos cultures, non seulement africaines, mais vous allez voir occidentales, la mort d'une personne affecte le moral, affecte les pensées, affecte la famille, affecte les nations. Et cela, que ce soit dépend de ta religion, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, disons chrétien, même les soi-disant occultes, des fois, vous allez voir qu'ils ont des deuils, ils se mettent à pleurer, même si ça peut être des larmes de crocodile, mais quand même, ils extériorisent une certaine affectation physique.
Alors, comme je l'ai dit, nous allons parler de l'impact de la xénophobie vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la population. Nous allons voir que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et laissez-moi vous le dire, cela a commencé depuis les temps anciens. Je crois même à l'époque des hommes de caverne, il y avait déjà cette xénophobie. Vous allez voir que même les bêtes sauvages, en voyant les autres d'une autre race, ça posait déjà des problèmes par rapport aux odeurs. Donc, il y a eu toujours cela. Donc, cela n'est pas un problème que nous traitons aujourd'hui. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de quelle manière nous pouvons échapper aux ruses qui sont en train d'être créées par la société pour germer la haine et détruire des peuples et des nations. Vous savez, l'être humain en nature est né bon, mais c'est la société qui le rend mauvais, c'est la société qui le rend méchant. Aujourd'hui, nous sommes xénophobes, nous sommes en train de décrire d'autres personnes par rapport à leur foi, par rapport à leurs convictions religieuses. Ça, nous allons parler au sein de notre émission Avalons le rouleau dimanche, par rapport à l'impact de la religion de la foi vis-à-vis de l'homme. D'autres personnes sont affectées par rapport à la couleur de la peau. On a tellement peur. L'être humain a peur de la différence. Et à travers cette peur-là, il y a d'autres personnes qui en profitent. Dites-moi entre nous, la tuerie qui s'est passée en France, elle profite à qui? Je ne crois pas qu'elle profite aux musulmans. Il faut qu'on se dise la vérité. Malgré que le terrorisme est partout, parce qu'aujourd'hui, on parle du terrorisme comme si c'était un mot qui vient à peine de naître ou bien d'être connu. Ben non. Lorsque nous voyons les croisades, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui ont été massacrés au nom de la religion. Il y a toujours une cause et une raison, la différence. Je ne l'aime pas parce qu'il est d'origine maghrébienne. Je ne l'aime pas parce qu'il est d'origine arabe. Je ne l'aime pas parce qu'il est bronzé de peau. Je ne l'aime pas parce qu'il est de race caucasienne. Je ne l'aime pas parce qu'il est de race négroïde. Ok, l'être humain a peur de la différence. Nous avons peur de ceux qui nous éloignent des autres. Et vous allez voir ce qui crée les complexes. Voilà pourquoi je voudrais d'abord que nous puissions commencer par cela, le complexe de l'autre. En tant que nous, en tant qu'êtres vivants, je ne suis pas en train de prêcher, non. Mais je voudrais un peu que nous puissions ressortir un ancien enseignement pour nous, citoyens du monde. Je crois qu'en tant qu'être, si nous sommes nés bronzés, nous sommes nés de race mongole ou bien de race caucasienne, c'est peut-être il y a une raison climatique, géographique, historique, par rapport aux germes, par rapport au chrome. Mais est-ce que pour autant nous devons avoir peur de l'autre? Aujourd'hui, la xénophobie est entrée dans le monde de manière invraisemblable. J'ai même été lésée quand d'autres personnes sont venues me dire « Mais pourquoi tu as compati à la mort de la tuerie de la France ?» Je vous dis, je suis retombée sur mes pieds, si permettez-moi le terme et le mot. Comment ne devrais-je pas compatir aux morts de personnes? Oh non, mais au RDC, vous dites rien. Moi, je dis, mais quand nous étions en train d'arpenter les capitales européennes et que nous parlions de la mort qui régnait en RDC, vous n'étiez pas là. Lorsque nous parlions des viols qui se faisaient au Kivu, on nous disait, ça vous regarde, vous, les Baswahili. Ce n'est qu'aujourd'hui que les gens veulent prendre le dossier du Congo comme Odo Lingala, comme Isango ya Bango. Mais bozalaka wapine bandeli. Nous avons combattu pour la RDC. On s'est retrouvés en prison à Makala. On s'est retrouvés en prison 3Z au nom de notre patrie. Bozala quitté. Et ce n'est qu'aujourd'hui que vous voulez montrer aux gens que vous êtes plus africains que les autres, que vous êtes plus congolais que les autres. Mais la mort d'un être restera la mort d'un être humain. Ne souhaite jamais la mort de ton frère ni de ta sœur. Il est vrai qu'il y a des causes, nous allons en parler à travers cette émission, nous allons débattre ensemble. Aujourd'hui, si la France a vécu ce qu'elle est en train de vivre, c'est qu'elle a voulu s'impliquer, croyant qu'elle est arrivée à un certain piédestal semblable aux États-Unis, alors qu'au niveau de sécurité, au niveau d'armement, ils sont pas encore au même niveau. Donc, on retrouve la France aujourd'hui un peu partout en guerre, que ce soit au Moyen-Orient. Ils ont tué Kadhafi. C'est une mort que moi, personnellement, je tiens à vous le dire, en annonçant mes couleurs, que j'ai toujours déploré. Parce que cet homme aimait l'Afrique. En voulant créer les États-Unis d'Afrique, il parlait de l'unité africaine, de la force, de la puissance de l'Afrique. On l'a tué. Avant, est-ce qu'on avait des Libyens qui étaient réfugiés? Mais aujourd'hui, on les retrouve réfugiés un peu partout, dans toutes les capitales. Alors qu'il avait créé un système qui ne permettait pas aux Libyens d'aller quémander.
mais aujourd'hui on les trouve en train de mourir en Italie, dans la mer, en voulant fuir la misère de leur pays. Leur pays se retrouve endetté alors que c'était un pays qui n'avait aucune dette. Pourquoi? C'est par rapport à la politique des autres. Voilà pourquoi je voudrais te dire, mon frère citoyen du monde, ma sœur citoyenne du monde, ne faisons pas le jeu des soi-disant sociologues et anthropologues, je ne sais pas quoi, qui ont fait des études par rapport à certaines races pour créer la haine, la jalousie, la rancœur, la xénophobie des autres à travers du n'importe quoi. Aujourd'hui, vous allez voir que cette xénophobie-là est politique. Quand nous parlons du 11 septembre aux États-Unis, qui a créé Ben Laden? Paix à son âme. Il a été formé par qui avant d'aller bombarder les États-Unis? Je m'excuse, je sais que j'utilise un langage assez fort qui n'engage que moi, mais laissez-moi vous dire que, je sais pas, au niveau de la technique, je sens qu'il y a une voix. Y a-t-il déjà un correspondant en ligne? Allô? Donc, je crois que c'était des interférences. Donc, ce que je voulais dire est ceci. Je sais que je réagis à chaud, mais permettez-moi de réagir à chaud, parce que la haine est en train d'entrer dans nos cœurs sans que nous nous rendons compte. Que ce soit la différence de la foi, au niveau de la religion, au niveau de couleur, chacun défend ce qu'il veut. Tu aimes le bleu, gloire à Dieu. Tu aimes le rouge, Inch'Allah. Tu aimes je ne sais pas quoi, gloire au Seigneur. Mais apprenons à respecter les différences. Souvent, quand on a peur de l'autre, c'est parce qu'on est complexé par lui. Souvent, vous allez voir cela. Les grosses gueules. Les gens qui... regardez avec la Deuxième Guerre mondiale, avec Hitler et Mussolini. C'était des gens de nature, quand ils ont grandi, ils étaient déjà complexés. Mal grandis, mal éduqués. Excusez-moi du terme, je sais que je suis assez très cru ce soir, vu que je fais vraiment des réactions vraiment à chaud. Par rapport à mes opinions personnelles, bien sûr. Mais bon, disons que je suis maître de débat, donc je me permets de dire certaines choses. Issus de parents peut-être abandonnés. Ils avaient déjà une certaine rancœur. Ils étaient déjà complexés par rapport à d'autres enfants qui avaient vécu avec leur père et leur mère dans leur demeure, relégués, rejetés par les autres. Ils ont grandi avec un complexe d'infériorité. Et souvent, le complexe d'infériorité au sein d'un être humain va créer en lui qu'il puisse extérioriser un complexe de supériorité. Et c'est là où commence la folie de grandeur. C'est là où commence du n'importe quoi. C'est là où commencent les tueries. C'est là où on commence à contaminer les pensées. On commence à contaminer les esprits. On commence à contaminer les croyances des gens en créant du n'importe quoi. On a tué, on a massacré gratuitement les Juifs en Allemagne parce qu'on se dit que c'était la volonté de Dieu. Au nom du christianisme, on a tué. Ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui, qu'au nom de l'islam, d'autres tuent. Même les bouddhistes se sont entretués entre eux. Suivez l'histoire de l'église pour les théologiens. Je crois que nous avons fait l'histoire de l'église. Vous allez voir par rapport à l'évolution. On a toujours cherché une raison divine, parce que nous avons compris que la religion, qui est un ensemble de pratiques, nous allons en parler dimanche au sein de notre émission Avalons le rouleau, facilement nous arrivons à toucher le psychique, à toucher la pensée des autres et à les transformer. Et nous créons des robots, nous créons des hommes et des femmes à notre image. Aujourd'hui, je suis lésée en voyant des enfants de 16 ans aller se bombarder à l'encontre. On leur dit d'une cause, d'une religion, mais je ne crois pas. Pour les lecteurs, même les musulmans, est-ce que l'islam pousse à tuer les gens entre nous? Est-ce que Jéhovah, dans sa parole, nous dit que les non-chrétiens, vous devez tous les lapider, les tuer, les mettre dans un four tel, ou bien dans les chambres à gaz, tel que ça a été fait? Je ne crois pas. Est-ce que par rapport à leur secte là, non, ils tuent, oui, mais comprenez que c'est de quel Dieu que nous parlons, c'est de quelle foi que nous parlons, c'est de quelle conviction que nous parlons, c'est de quelle croyance que nous parlons. La xénophobie est devenue de manière intense. Vous savez pourquoi je vous le dis? Mercredi passé, je suis partie à ma mutuelle. J'ai vu une femme de race caucasienne, donc une belge d'origine. Moi je suis allochtone, malgré que je suis née et grandi en Belgique, mais je suis une belge allochtone.
malgré que le terme a été réfuté, vu qu'il y a eu plusieurs plaintes qui ont été faites ici en Belgique, mais une vraie autochtone. D'habitude, il nous tenait pas tellement, il s'occupait pas trop de nous. Mais après ce qui s'est passé en France, bizarrement, j'en vois une vieille, deux vieilles qui s'approchent de moi. Je me dis, madame, elles me disent, mais écoutez, madame, il faut que vous fassiez attention. Vous voyez les autres là, avec ce qui s'est passé en France. Je dis, alors aujourd'hui, nous, les gens de race noire, comme mon fils a l'habitude de dire, les bruns, maintenant, nous avons de la valeur, alors qu'avant, nous n'en avions pas. Quand il a dit que aller jeter une bombe atomique en Afrique, c'était dû à quoi? Mais leurs capitales occidentales ont été construites à base de quoi? Ce n'est pas à cause des biens, de l'argent, des ressources de nos pays. Le problème de l'immigration, c'est quoi? Il faut abandonner l'ingérence des pays du tiers-monde, des pays de l'Afrique, des pays de l'Asie, les pays arabes maghrébiennes. Quand il n'y aura plus ingérence, il n'y aura plus immigration. Si vous n'avez pas tué Kadhafi, les Libyens n'allaient pas venir. Si vous n'avez pas créé cette guerre que nous avons aujourd'hui en Syrie, les Syriens n'allaient pas entrer chez vous. Vous avez créé la misère. Il n'y a plus d'emploi. Les gens crèvent de faim. Vous voulez vous ingérer dans la politique. Dès que le peuple, les voix des urnes parlent, vous dites non parce que vous, la personne qui est au pouvoir, défend vos avoirs, défend vos couleurs. Vous le laissez des décennies et des décennies au détriment des autochtones. Voilà la xénophobie. Ne vous étonnez pas. Regardez ce qui s'est passé. Je suis originaire de la RDC et je le crie fort avec fierté. J'en ai pas honte. La guerre que nous avons vécue au Congo. Imaginez-vous le sentiment de xénophobie qu'a vécu les Congolais pendant des années et même jusqu'aujourd'hui vis-à-vis du Rwandais. Mais dites entre nous, parlons en tant que citoyens et citoyennes du monde. Et sont tous les Rwandais qui ont bombardé les gens, qui ont violé, qui ont injecté le virus du sida au Kivu? Ah non, il y en a d'autres qui sont ici, ils sont des innocents. Mais d'autres personnes ont été agressées verbalement, physiquement, parce que à cause de leur nez, à cause de leur profil, à cause de leur menton, à cause de leur coude. Pour nous qui connaissons bien le profil des gens de l'Est, nous savons comment les reconnaître facilement. À cause de leur appartenance. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu d'autres qui ont tué. Aujourd'hui, on ne fait même plus la différence entre les Ntwa, entre les Tutsis et entre les Hutus. Et même les Hutus. Les Tutsis ne sont pas venus, ils n'ont pas mis des bâtons dans les sexes des femmes, excusez-moi. Mais les Hutus l'ont fait à l'est du Congo. Est-ce que vous en avez parlé? Non. Il y a certaines réalités, citoyens et citoyennes du monde, que nous devons comprendre. On veut germer la haine en toi pour créer des guerres. Et la guerre profite à qui? Est-ce que vous regardez en Afrique, à part peut-être en Afrique du Sud, y a-t-il des usines qui fabriquent des armes? Ou bien des munitions? Ce sont tous ces fameux seigneurs de la guerre ont été créés par des grandes capitales occidentales parce qu'ils doivent vendre. Rappelez-vous à l'époque de Mouzé, quand on a bombardé l'aéroport de Njili en disant que non, il y a eu déflagration, c'est à cause du feu. Mais ce n'est pas des bobards. Ce sont des histoires, des bobards, excusez-moi, qu'on nous raconte. Nous savons tous qu'à partir de Lubumbashi, il y a des étudiants qui ont fabriqué des munitions qui ont été posées à l'aéroport de Njili pour vaincre la rébellion qui était créée à l'Est. Et les Occidentaux ont vu, mais nous allons perdre le marché, allez, bombardons. Mais ça, c'est crétin. Nous connaissons beaucoup de choses, chers citoyens et citoyennes du monde. Mais ne jouons pas le rôle de nos oppresseurs. Ne jouons pas le rôle de nos ennemis. Ne faisons pas à quoi ils nous attendent. La xénophobie ne nous amènera nulle part. Au contraire, elle va te mettre mal à l'aise. Elle va germer en toi la haine, la rancœur, l'animosité. Et tu seras... donc tu n'arriveras même pas à dormir parce que dès que tu penses que non, cette race-là m'a fait ceci, telle a fait cela, ça va te poser des problèmes. Je suis écœurée de voir des Africains qui sont en train de gueuler sur les autres Africains parce qu'ils ont mis le drapeau de la France. C'est dans le cadre, par exemple, franc-maçonnique, je peux comprendre si par rapport aux signes et aux idéaux du drapeau, mais si c'est par rapport au soutien de cette patrie, pourquoi devons-nous en parler? J'ai lu aujourd'hui sur certains réseaux, d'autres qui disent, bah maintenant, écoutez, au Mali, je ne vois pas des gens qui mettent le drapeau malien. Mais calmons-nous, calmons-nous, calmons-nous. Est-ce que ça pose problème? J'en ai vu d'autres qui l'ont mis.
Cela ne pose pas. Une mort reste une mort, qu'il soit mort 22, 24, 26, ou bien 200 aidés, 350 blessés, des millions en RDC. Ils resteront des morts. Et la mort est toujours déplorable. Personne ne peut se réjouir de la mort de quelqu'un. Je ne le crois pas. Voilà pourquoi ce soir je voudrais que nous parlions un peu de la xénophobie. Elle est créée, c'est une histoire qui est montée de toutes pièces. Nous créons la haine, l'animosité, elle ne nous profite en rien. Nous envoyons nos fils et nos filles en guerre. Rappelez-vous en RDC à une période, une personne que je préfère taire son nom par éthique et par respect. Ils ont fait un groupement de jeunes venant de l'Angleterre, venant de l'Irlande. Ils sont partis à Kin, Bakumawap, Baboma Bango, Babara Bango, mais Bango Baolera Biftek na Potoawa. Ils continuent à manger leur steak. Mais ce sont d'autres qui vont se faire tuer au nom de la démocratie. Mais quelle démocratie? Entre nous, la démocratie, c'est dans certains États, mais il y a certains peuples, il faut pas simba bangonde na fimbu. Tala, au moins mundi bu, so comme les démocratie et au comme ta mère. Mais ce qu'on peut donc ne vous ingérez pas des fois par rapport aux us et mœurs. Allons par exemple même en RDC. Nous avons des différences par rapport aux ethnies, par rapport aux tribus. Mais cela que cela ne te pousse pas à dire que non, les Bangala sont comme ça, les Baswahili, tikabajeux. Avant Bolinga qui Baswahili. Comme maintenant le Swahili est assez souvent, mais Babo Tarapé Banebele, ça commence à poser un problème. Oh, qui soit wana mblanga banvaï, ça me bolela pe ba momina bango bobo ya pe bango karat. Qu'on arrête un peu. C'est pas parce que quelqu'un qui est au pouvoir a usé une langue que vous allez prendre tous les originaires des swahiliphones, que vous allez être xénophobe par rapport à eux, et qu'on vous disait qu'après pouvoir ce que quoi il va soit vivre. Ah. Est-ce que Bangwani va vivre? Mobutu est parti. Combien ont été assassinés? Mais soyons sérieux. C'est ça le problème que nous avons dans nos tribus, dans nos pays, dans nos races. Nous stéréotypons. Kagame est en train de régner seul au Rwanda. Ce n'est pas tous les Tutsis, mais à part ceux qui sont affiliés à lui et à sa politique, à ses idéaux. Mais il y en a d'autres qui sont ici, réfugiés en Europe par rapport au pouvoir qui est en place. Mais ils sont Tutsis comme lui. Est-ce que vous allez tous les mettre dans le même plateau? La xénophobie. Jusqu'à où elle va nous amener. Elle est en train de créer la division. Elle est en train de créer des guerres. Elle est en train de créer des séparations dans les foyers. Je vais prendre encore l'exemple du Rwanda. Veuillez m'excuser parce que c'est un exemple tellement décriant. Prenez à l'époque de Habyarimana, lorsqu'il était président. Sa femme était d'origine Tutsi. Lui, il était d'origine Hutu. Cela n'avait jamais posé de problème, malgré le métissage de leurs enfants. Pourquoi vous voulez créer des guerres là où il n'y a pas? Pourquoi créer des différences là où il n'y a pas? L'impact de la xénophobie et de la haine aujourd'hui dans nos cultures, ça crée des guerres. Aujourd'hui, tout le monde parle des musulmans, tout le monde parle des Arabes. Mais entre nous, est-ce que tous les Arabes et tous les musulmans sont méchants? J'avais un de mes vieux à Bukavu, pour les gens qui le connaissent, vieux Eric. Après, à un certain moment, il était parti s'installer à Goma. Ce papa-là, quand j'étais parti à l'est du Congo, toutes les fois qu'il y avait le Lahid, ou bien le Lahid Kubwa, que je sois là où j'étais, il devait me suivre pour me faire l'aumône, me donner une enveloppe d'argent. Des fois, mon père refusait de donner ses voitures à ses enfants, mais lui nous laissait facilement conduire ses voitures. User facilement de ses biens. Mais on était chrétien, il était musulman, il était musulman. Est-ce que ça ne nous a tués? Je ne l'ai jamais vu débarquer avec une bombe. Non, arrêtons. Il y a des gens qui comprennent, pour les gens qui ont déjà même vécu, côtoyé les musulmans, vous allez comprendre qu'un vrai pratiquant musulman, c'est quelqu'un qui comprend le sadaka, l'aumône. Nous pouvons avoir de convictions différentes, mais respectons les autres. Même notre foi chrétienne nous le pousse à le faire. Même eux, cela les pousse à le faire. Quand vous regardez à l'époque de Mohammed, quand il est parti s'installer en Médine, il avait trouvé 3 peuples qui étaient là, dont les Juifs dont nous parlons aujourd'hui. Mais il a traité avec eux un traité de paix. Où ça? En Médine, à l'époque de Mohammed. Est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Est-ce qu'il y avait des kamikazes à l'époque? Ou bien d'autres qui avaient dit que non, Mohammed, tu es dans l'erreur, Allah ne nous dit pas ça. Et alors pourquoi aujourd'hui nous devions diaboliser nos frères, diaboliser nos sœurs?
Aujourd'hui, dès que je vous dis, hein, absolument, je ne sais pas si chez vous, vous habitez, c'est de même, mais dès qu'on voit quelqu'un passer avec un foulard musulman ou bien avec la grande barbe, là, vous voyez des frères, là, je vous dis, ça pose problème. Tout le monde se retourne. Vous avez vu ce qui s'est passé même en France, dans une ville où les gens ont été agressés verbalement et physiquement, s'il vous plaît, à cause de leur appartenance. Mais est-ce que ce sont ces gens-là qui sont partis se bombarder à Paris? D'autres disent que non, il valait mieux qu'ils meurent parce qu'ils étaient partis écouter de la hard rock. Et talinde bango. Si bakende ki okukumba mais la Satan et talinde bango. Mais mutoaza kabe mutu. Ne te réjouis pas de la mort de ton frère ni de ta sœur. Même s'il est parti adorer une entité. Mais un être humain restera un être humain. Et la Bible est claire. Excusez-moi parce que je suis tellement prédicatrice que je retourne des voix sur ça. Je voudrais pas vous léser. Mais le soleil, lui, pour tout le monde. Excusez-moi, je retire l'écrit. Je m'efforce. Le soleil, lui, pour tout le monde, pour les bons et les méchants. Nous consommons tous de l'eau potable, nous consommons tous le courant, nous marchons tous dans les mêmes rues. Citoyens du monde, citoyennes du monde, bannissons ce mot qui a été créé pour nous entretuer. Ils n'ont plus assez de place chez eux, ils sont en train de créer des guerres pour qu'il y ait dissimation de la population. Mais nous avons encore des terrains vierges chez nous, à preuve du contraire. Ils disent que nous n'avons rien, mais nous avons tout. Mais ils ne nous permettent pas de créer des industries finies ou bien semi-finies. Ils veulent que nous importons. Je prends l'exemple de la RDC parce que c'est un pays que je maîtrise bien, c'est le pays d'origine de mes parents et dont je suis originaire. Nous n'avons pas la betterave, mais nous avons des cannes à sucre. Combien d'endroits ou de sucreries que nous avons en RDC. Mais comment pouvez-vous imaginer qu'au Congo, nous devons exporter du sucre? À Tikabagé, mais nous le faisons. Comment pouvez-vous vous imaginer qu'au Congo, nous exportons du riz alors que nous avons du riz au Maniema, nous avons du riz à Bumba, à l'Équateur? Pourquoi nous devons exporter même des cacahuètes? Vous allez voir dans les supermarchés là, à Kinshasa, cacahuètes et Wutimboka, à Tikabagé, Boana. Nous avons nos cacahuètes chez nous. Nous avons tout, le cacao, sans parler des richesses minières. Je ne veux même pas entrer là-bas. Parce que si nous parlons du gaz, du pétrole, avec le mercure, la méthane, le zinc, le coltan, on va trop loin. Il y a des pays qui arrivent à se développer tels que le Sénégal avec les cacahuètes et le cacao. Nous avons le thé, nous avons le café. Mais qu'est-ce qui nous manque? Comment allons-nous? Nous avons l'eau. Apprenons les nouvelles techniques pour décontaminer les eaux. Nous avons des tas de rivières, de lacs. Nous avons l'eau, alléluia. Nous avons le fleuve. Est-ce que nous pouvons manquer de l'eau ou bien de l'eau potable? Mais regardez où nous en sommes. Nous exportons tout. Même les tomates. Mais je me rappelle à l'époque de Mobutu, il avait créé son usine à Nsele là-bas, qui faisait des tomates en boîte et tout et consort. Mais comme l'Occidental ne veut pas que l'Africain se développe, ils ont toujours créé des choses pour que les gens puissent s'entretuer. Mais il avait raison en disant retour à l'authenticité, retour au bio. Binoboye ba qui cancer. Mais cancer comme au côté de la communauté pour comme il y a quand ba mindele biloko eza bioté, ba dama jouer à bioté, ba conserver les qui. Retournons à la terre. Kinshasa est une ville de je ne sais combien de kilomètres carrés. Aujourd'hui, vous allez voir dans des maisons, Talanda Kuloko la cuisine, 20 personnes ba vendre. Tozon ana bilanga bwana. La xénophobie, on crée la haine. À cause d'un certain complexe, on a tellement peur de l'autre. L'être humain a peur de la différence. Et c'est ce qui nous tue. Quand tu as peur de l'autre, tu vas te créer des idées, des pensées. Ah, il m'a regardé comme ça, il est en train de me lorgner. Oh, il croit qu'il est supérieur à moi pour Azapembe. Ils ont un complexe. Donc, ils ont besoin d'être bruns comme toi et moi. Alors, pourquoi tu devrais être complexé par rapport à l'autre? Quand ils viennent chez vous, ils apprennent la langue. Pourquoi ton bomino besoin na mboka la vidéo bolingo ko la minoko na bangote? Toujours esprit de ghetto, s'enfermer, ouvrez-vous, apprenez à connaître les autres. Ceux qui font leur force aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait des études sur nous. Ils savent que ces gens-là, pour les avoir facilement, afin qu'ils puissent s'entretuer, il faut créer ceci, il faut créer cela. L'impact de la xénophobie au sein de nos communautés. Le danger de la xénophobie dans notre société. Je vais demander à l'équipe technique de nous préparer quand même
un petit moment de repos pour vous qui nous suivez au sein de vos demeures, auditeurs, auditrices, je ne sais pas si vous êtes chez vous à la maison, ou bien au bureau, je ne sais pas quoi, ou bien dans vos voitures, parce que avec la technologie, donc on peut être connecté de partout. Donc vous aurez maintenant, au niveau de la deuxième séquence, l'opportunité de poser vos questions. Je vous demande à la technique qu'elle nous mette une chanson poignante, pas ma chanson moko et là qui vraiment une chanson qui stimule l'esprit et les pensées, qui stimule vraiment nos cœurs, qu'on comprenne que la xénophobie ne nous mènera nulle part. La xénophobie, au contraire, est en train de nous diriger vers des voies que l'ennemi est en train de créer sur nous. Quand je parle de l'ennemi, c'est pas seulement par rapport à la foi. Excusez-moi parce que c'est un terme que j'utilise tellement. Donc nos ennemis, ton ennemi c'est qui? C'est lui qui veut ton malheur, qui veut germer en toi cette xénophobie, la haine, la jalousie, la rancœur, et certains complexes, que tu haïs ton frère et ta sœur. Nous allons laisser l'équipe technique nous balancer une douce musique. Fidèles auditeurs et auditrices de la chaîne AMA Africa World, une nouvelle fois bonsoir pour ceux qui étaient avec nous depuis le début de l'antenne. Vous êtes en train de suivre votre émission Autopsie New Look
Outlook et les causes et conséquences et la résolution qui vous est présentée par votre Rogatienne Kapema. Comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, ce soir nous sommes en train de parler du danger de la xénophobie dans nos sociétés. Nous avons à développer par rapport à la xénophobie différents peuples. Nous avons montré que des fois, c'est la différence qui nous fait peur de notre prochain. C'est la peur de l'étranger. Nous avons décortiqué xéno qui veut dire donc étranger, phobie, peur, haine. Et nous avons eu à parler des certains cas que nous vivons dans nos pays et surtout le thème qui est vraiment d'actualité de ce qui s'est passé dernièrement en France et ce qui vient de se passer encore au Mali, qui est en train de germer une xénophobie vis-à-vis des peuples et des nations. Et alors, nous avons un éminent homme de Dieu, donc en la personne du révérend Amos Loufou, qui est avec nous et qui va essayer aussi un peu de nous donner quel est son avis et son appréhension par rapport au thème de ce soir. Révérend, bonsoir. Oui, bonsoir. La parole vous est donnée, nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup. Je salue d'abord les auditrices et auditeurs de AMA Africa. Merci bien. Il est vrai que c'est un thème assez d'actualité et dans nos télés, dans nos radios, dans tous nos canaux de communication, on parle aujourd'hui de ce qui s'est passé effectivement en France et ce qui vient d'arriver aussi au Mali. Et nous voyons que la source de ces choses, de ces violences, c'est évidemment la haine. Alors, c'est dans les cadres social que nous voulons aborder le thème, puisque il s'agit évidemment de décortiquer et de comprendre les dangers et puis peut-être expliquer d'où ça vient et pourquoi ces choses arrivent. Sans pour autant toucher la foi, puisque nous sommes dans un cadre de la société. Oui, social, c'est ça. La violence, elle fait partie de l'homme. Et sans pour autant toucher la religion, on comprend que cette violence, elle se développe déjà depuis son enfance. Ou si le parent, ou si la société, ou si l'éducation n'intervient pas, l'enfant va exprimer cette violence. Et si cette violence n'est pas combattue, si elle n'est pas vraiment, je dirais, empêchée par une morale, par une éducation, on verra effectivement cette violence se développer jusqu'à ce que cette violence s'empire. Ce que nous pouvons constater dans ce que nous appelons xénophobie, c'est vrai comme notre sœur l'a expliqué et davantage, voyons là une forme d'hostilité à l'égard de l'étranger. Donc, sans pour autant parler de l'étranger en termes de nationalité, une personne de notre pays qui porte notre nationalité peut aussi être étrangère, parce que nous ne connaissons pas la personne, nous ne vivons pas ensemble. Donc, cette personne est aussi étranger. Et pour revenir un peu à la situation de notre pays, nous sommes des Congolais, mais dans le pays du Congo, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs provinces. Exactement. Et dans ce cadre-là, le Mukongo est étranger pour un Moulouba et le Moulouba est étranger pour un Moussoili, le Moussoili est étranger. Mais nous nous retrouvons tous au niveau de l'identité nationale. Nous sommes Congolais, mais à l'intérieur, il y a des étrangers. Et c'est pour ça que nous parlerons de tribalisme, provincialisme, et ainsi de suite. Alors, pourquoi est-ce que la violence se retrouve dans une population, dans une nation,
Et pourquoi une nation aura de l'hostilité, évidemment, par rapport à d'autres nations? Nous pouvons parler ici, premièrement, du complexe d'infériorité que notre sœur a souligné, et complexe de supériorité aussi. Nous avons la jalousie, effectivement la peur, et c'est vrai que c'est parce qu'on se sent agressé, parce que quand on se sent agressé, c'est dans ces cadres-là où on peut se mettre sur la défensive. Donc, on peut être agressé par l'intelligence de l'autre. Exactement. On peut être agressé par la beauté de l'autre. Et parce que la beauté de l'autre nous renvoie notre laideur. L'intelligence de l'autre nous renvoie notre insuffisance, notre déficit. Alors, pour certaines personnes, pour ne pas généraliser, il y a des individus, il y a des gens qui développeront immédiatement à cause de ces renvois d'insuffisance, ils vont développer évidemment de la haine. Raison pour laquelle, sans pour autant rentrer dans les détails, nous avons eu des frères qui ont tué des frères. Exactement. Je pense que les chrétiens savent de quoi je parle. Oui. Nous avons eu de familles qui se sont disloquées, qui se sont entretuées, des amis, et il y a évidemment cette violence que l'autre, je dirais, fait naître, parce que l'autre représente peut-être que l'autre représente ce qu'on aurait voulu être. Donc il y a une agression. Il n'y a pas si longtemps, j'ai suivi une vidéo sur Facebook où une femme française agressait un homme qui était habillé d'une manière désordonnée d'après elle. Donc, elle agressait cet individu en disant que il est hors de question de s'habiller comme ça en France. Je vais retourner dans votre pays. Ici, on ne s'habille pas comme ça. Et les malheureux, ils se défendaient en disant que je suis dans un pays libre. Donc, je m'habille comme je veux, je laisse pousser mes cheveux comme je l'entends. Et la femme dit que votre façon de vous habiller m'agresse. Donc, constatons là une violence visuelle. Donc, il y a aussi des violences visuelles. Exactement. Et il y a aussi il y a plusieurs formes de violence. Mais c'est pour dire que l'homme a toujours été hostile à ce qui est étranger, et d'autant plus si cet étranger est une cause d'agression. Exactement. Oui. Nous ne pouvons pas aller dans les détails pour expliquer le pourquoi et les comment des attentats ici en France et un peu partout, parce que pour ceux qui lisent, comme je dis souvent, pour les éveillés, ils comprennent. Maintenant, pour le moins éveillé, pour des personnes qui ne maîtrisent pas l'actualité ou les informations internationales, ces personnes réagissent par rapport aux émotions et ils ne réagissent pas par rapport à une logique ou par rapport à une maîtrise. Donc, souvent, cette violence-là vient parce qu'on n'a pas une bonne maîtrise de la situation, parce qu'on ne connaît pas l'autre. Oui. On croit connaître l'autre, mais alors qu'on ne connaît pas l'autre. Voilà. Et parce qu'on pense connaître les causes de ce qui s'est passé en France, en tout cas je parle bien de la majorité des Français, cette majorité des Français ne connaissent pas les causes, les motivations, le pourquoi des attentats. Vrai de vrai. Tout ce que les Français reçoivent dans leur télé, ce sont tout un enchaînement des histoires déjà cousues d'avance pour, évidemment, faire parler l'émotion. Voilà. Donc, pensons connaître alors qu'on ne connaît pas. Voilà, donc, ce que je peux dire par rapport à ça, il y a la peur premièrement, et puis il y a l'endoctrinement. Parce que
nous avons connu du racisme ici en Europe. Est-ce qu'on peut dire que les Africains qui ont été déportés ici en Europe, esclaves jadis et aujourd'hui dans une position, je dirais, un peu confortable, mais on peut toujours en discuter. Est-ce que ces Africains agressaient les Européens? Parce Du tout. Il y a ces phénomènes où nous avons des Européens qui sont racistes, foncièrement racistes, Oui. sans pour autant que l'Africain l'agresse. Lui est fait du mal, voilà. Voilà. Donc, l'agression, c'est tout simplement la couleur de peau. Maintenant, si la personne prend le temps d'aller vers l'autre, et pour peut-être échanger, on découvrira l'âme de la personne. Et là, on comprendra qu'effectivement, l'âme n'a pas de couleurs. Et par rapport à ça, les gens pourront s'entendre. Mais est-ce que nous pouvons éradiquer ça? Parce que l'explication ici, c'est l'inconnu. Nous ne connaissons pas. Oui. Nous avons peur. Et la peur crée en nous une réaction. Cette réaction, c'est l'hostilité. C'est d'office. Mais révérend, sans pouvoir te couper la parole, est-ce que quelque part nous n'avons pas une faute de notre côté parce que nous ne cherchons pas à connaître et à savoir? Je prends un exemple banal. J'ai connu la vie outre cieux. Mais lorsque je suis partie dans mon pays d'origine, j'ai cherché à savoir quelle est ma culture. J'ai cherché à connaître quels sont mes peuples, les différents peuples de mon pays d'origine. Et je me suis intégré tant bien que mal. Est-ce que quelque part, il n'y a pas la faute de l'homme qui ne cherche pas à connaître l'autre, révérend? Oui, il y a la faute où on peut effectivement attribuer des fautes s'il y a connaissance. Je m'explique. Oui. Il y a dans l'éducation une forme de discrimination. Cette discrimination qui empêche d'autres populations d'acquérir des connaissances. Il y a, je dirais, des murs qui ont été installés pour empêcher à ce que toute la population, ou je dirais tout le peuple, d'atteindre un niveau de maturité, de raisonnement. Et si un peuple est privé d'esprit, si un peuple est privé de raisonnement, et c'est un handicap, ce sont des outils en moins que l'homme n'a pas, parce que je dirais, c'est un exercice, c'est un muscle. Ce n'est pas tout le monde qui peut froidement réfléchir sur une situation et comprendre les éléments ou comprendre les causes et comprendre tout simplement. Mais révérend, oui, mais révérend, prenons un peu l'exemple, malgré que nous ne sommes pas dans le domaine de la foi, mais prenons par exemple l'exemple assez simple que tout le monde connaît, même c'est au niveau de l'histoire, non seulement au niveau de l'histoire de l'Église, de Martin Luther. Nous avons vu qu'il s'est quand même battu pour que les gens puissent avoir la parole de Dieu. Donc il y a toujours quand même une personne, il y a toujours des précurseurs. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il puisse avoir des personnes qui puissent entendre et décoder le message. L'éveil de la mentalité, aujourd'hui, l'éveil de conscience est hyper important. Partout, même en Occident, ils se disent et des États démocrates. Mais est-ce que réellement il y a la démocratie dans ces pays? Qu'on ne se voile pas le visage. La démocratie n'existe pas. Parce que quand il y a des écoutes téléphoniques, quand on est en train d'épier les gens avec des caméras un peu partout, facilement on entre dans votre compte bancaire, facilement dès que vous atterrissez quelque part, je me rappelle lorsque je suis partie à Tel Aviv, dès mon arrivée, j'ai entré tout le monde, là-bas c'est tout le monde qui est agent de la sécurité. On vous épie, on appelle, telle personne est venue, elle est de telle race, elle habite à tel endroit, elle est logée dans tel hôtel. Vous voyez qu'il n'y a aucune liberté réellement. Mais le problème, c'est qu'il faut que l'être humain puisse accepter de faire un pas. Parce qu'on ne peut pas obliger une personne au changement, mais il doit comprendre quel est son état, qu'il se trouve dans un niveau de faiblesse et qu'il doit chercher à connaître l'autre.
Plusieurs sont venus d'Afrique, qui sont venus ici, qui parlent couramment l'anglais, qui parlent couramment l'allemand, qui parlent couramment le néerlandais, qui parlent couramment le portugais. C'est parce qu'ils ont voulu connaître la culture des autres. Alors pourquoi d'autres ne peuvent-ils pas faire le pas, révérend? C'est ça que je suis en train de dire. Oui. Ça veut dire que il y a des gens qui se contentent d'un minimum. Ce minimum, pour eux, c'est beaucoup. Je vais prendre un exemple. Il y a ici, en Belgique, il y a des Congolais ou des Africains, en général, qui, une fois obtenu la maison sociale, c'est comme s'ils avaient gagné au loto. Donc, c'est la fête. C'est la fête. Alors que d'autres vont regarder avec mépris. C'est des maisons sociaux. Et c'est dégradant. Mais pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que les loyers diminuent. Et on est assez bas. Voilà, on peut construire. Maintenant, on peut viser et penser l'avenir. Et on s'arrête là. Et d'autres ne viseront pas les maisons sociaux. Parce qu'il y a la pensée que les maisons sociaux, c'est dégradant. Et je mérite mieux. Donc, je mettrai un peu plus de mon argent, 500, 600, 800 aujourd'hui, et je prendrai une maison qui me représente. Donc, je vais être porteur d'une image quand même assez valorisante. Et nous avons cette dimension-là. Il y a la dimension où d'autres personnes se contentent que du matériel. Ce sont des matérialistes. Ils sont heureux quand ils ont des écrans plats. Ils sont heureux quand ils ont des plasmas. Ils sont heureux. Donc, c'est tout. Il faut pas leur demander plus. Il y a des gens qui sont heureux parce que ils ont des bouquins. Ils sont heureux parce que il y a un but dans la vie. Il y a un sens. C'est-à-dire qu'on ne vit pas pour le matériel, mais on vit parce qu'il y a un projet, il y a un sens. C'est que beaucoup ont cherché donner un sens à leur vie. Il y a des gens, puisque c'est un concept, quand on parle du sens, c'est un concept. Et ces concepts, il faut le saisir. Il faut le comprendre. Et c'est pas tout le monde qui arrive à saisir ça. Donc, pour saisir ça, il faut avoir un niveau. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'éducation allait un peu, je dirais qu'elle n'est pas à la portée de tout le monde. Tout le monde peut étudier ici en Europe, arriver au niveau du graduat, mais quand il s'agit de monter au niveau supérieur, affronter l'université, et là, il y a des barrières. Il y a des murs, parce qu'il va être demandé de payer, il va être demandé d'avoir de l'argent. Et c'est cet argent qui est un frein. Donc, pour dépasser le niveau du contentement, parce qu'on a le minimum, c'est ce que je dis souvent, pour créer un sens, pour comprendre ce qui se passe, la politique, l'économie, le social, tout ce qui se passe, il faut que la personne soit amoureux de l'actualité, amoureux de livres. Donc, il faut être amoureux il faut être un chercheur. Et quand on atteint ces niveaux-là, on comprend mieux ce qui se passe, on discerne mieux ce qui se passe. On n'est pas quelqu'un qu'on peut berner, parce que l'esprit s'est ouvert, s'est élargi. Et ces genres de personnes seront moins malléables, seront moins, je dirais, on pourra pas facilement les lobotomiser par tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ils comprennent qu'effectivement, il y a des choses qui se passent dans le monde, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux géostratégiques, il y a toutes ces choses qu'il faut comprendre pour expliquer la France. Et il y a des gens qui n'ont pas le regard extérieur. Et ils vont réagir effectivement en fonction de ce qu'ils voient, de ce qu'ils vivent. Donc, la haine, c'est ça aussi. C'est-à-dire que l'homme est émotionnel, premièrement.
Et cette émotion, il faut gérer, puisque nous parlons de maîtrise de ces émotions. Alors, comment maîtriser ces émotions? Donc, c'est un travail. Il y a un travail à faire. C'est dans ce sens où on comprend que si on a des outils en moins, si on manque une certaine compétence, faculté de raisonnement ou de compréhension des choses, on va réagir avec ce qu'on a en nous disant qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Oui. Et quand vous parlez de travail, révérend, nous voyons que primordialement, avant que le travail soit effectué, il faut d'abord avoir la volonté. Parce que c'est la volonté qui nous amène vers l'excellence, qui nous amène à vouloir avoir la connaissance et qui nous pousse au changement. Donc le travail dépend de notre volonté, du désir de l'autre, de pouvoir accéder à la connaissance. Oui, effectivement. Mais le travail s'inculque aussi. C'est-à-dire, comme je dis souvent, la lecture, il faut aimer. C'est une question d'amour. Et cet amour, on apprend ça aux enfants. C'est une culture. Il y a ce que nous appelons culture du travail. Donc, ça s'inculque. Il faut qu'il y ait un modèle. Il faut que le papa travaille. Il faut que l'enfant puisse admirer le travail de son père. Il ne faut pas que le papa soit un chômeur, je dirais, qualifié. Il faut que l'enfant puisse prendre pour modèle le papa, l'oncle, la tante. Il faut que dans l'environnement de l'enfant, que l'enfant voie, enfin que l'enfant se saisisse d'un modèle. Mais si l'enfant ne voit pas de modèle, si l'enfant n'a jamais vu son père travailler, que son père n'est pas là pour, quelque part, instruire l'enfant sur le chemin du travail, sur le chemin de la rigueur, sur le chemin de l'école, ben, l'enfant va grandir avec cette culture-là du fainéantisme, cette culture de paresse. Donc, l'enfant doit voir le modèle dans son environnement. Raison pour laquelle nous avons évidemment beaucoup des Africains et beaucoup de l'Afrique du Nord ou chez nous ou ailleurs, quand il y a un manque de travail. Maintenant, on peut aussi réfléchir pourquoi est-ce que les Africains, ça c'est encore un autre débat. Pourquoi est-ce que le papa n'a pas travaillé? Parce que papa porte une couleur, parce que les Marocains oui, parce que il y a certaines discriminations, excusez-moi, au niveau de l'embauche, donc par rapport aux races, aux couleurs de peau, comme vous venez de le dire. Et c'est aussi de la xénophobie, la peur de l'autre. On a tellement peur, et vu les capacités, qu'on se voile pas le visage, nous savons que nous qui sommes de race négroïde, comme ils ont l'habitude de le dire, nous, au niveau intellectuel, nous sommes assez forts et physiquement, et les gens ont peur de la concurrence. Ça peut poser problème. Ils savent que si on se met, on se donne vraiment à fond. Et donc il y a plusieurs raisons. Il peut y avoir la paresse, comme il peut y avoir donc une situation qui ne dépend pas du parent, mais bon, qui dépend du pays d'accueil. Voilà. Mais dans tous les cas, l'enfant ne grandit pas dans un environnement où il y a un modèle, où il y a un père, où il y a une maman, il y a une maman. Mais moi, je me dis toujours qu'il y a un modèle, parce que si le père est là, même s'il va pas au travail, mais disons que il a des supports qui prouvent qu'il s'est battu dans sa vie, donc par rapport à ses études, par rapport à son parcours, mais qu'il est buté et que l'enfant voit que le papa va s'inscrire à l'intérim, par exemple dans un pays tel que la Belgique ou bien la France, qu'il envoie continuellement ses demandes d'emploi, donc mais qu'il est buté quelque part, on va comprendre que c'est dû au fait de société, aux us et mœurs du pays d'accueil. Mais que ce n'est pas a fortiori la faute des parents. Absolument. Maintenant, l'enfant qui a 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est dans ces âges-là, l'enfant ne saisit pas toutes les clés de la difficulté. Les nuances, mais il faudra le lui apprendre. Voilà. Il faudra le lui apprendre, révérend. Donc c'est toute une responsabilité. Je crois que déjà un enfant de 6 ans, 7 ans a un niveau de compréhension auquel vous ne pouvez pas vous imaginer. Je me rappelle, à l'époque où j'avais 6 ans, 7 ans dans ce bled, j'avais une de ces maturités pas croyables. J'ai un fils de 7 ans chez moi à la maison,
Et je vous dis pas son niveau de compréhension. C'est seulement les faire comprendre, donc leur montrer quelles sont les éventualités. Mon fils, par exemple, il aime bien crier qu'il est belge. Je lui dis, oui, tu es belge, c'est vrai, tu es né en Belgique. Ah, mais moi aussi, je suis né. Mais je dis, ok, mon fils, c'est hyper bien. Mais sache que tu as des origines. Oh, mais toi aussi, tu es né. Je dis, ok, y a pas de souci. Mais nous avons des origines africaines. Regarde la couleur de ta peau. On nous traite d'allochtones et jamais on te traitera d'autochtones. Donc, je crois que les parents aussi doivent prendre le temps de parler avec leurs enfants, leur montrer quelles sont les réalités. Le problème que nous avons dans nos communautés africaines et arabophones, permettez-moi de vous le dire, révérend, c'est qu'il n'y a aucun dialogue par rapport à nos cultures. Nous avons cultivé le secret. Et en cultivant le secret, voilà pourquoi aujourd'hui on prend nos enfants qui vont se bombarder à 16 ans parce qu'il n'y a aucun dialogue avec leurs parents. Croyez-vous que si ces enfants, ces jeunes hommes de 16 ans, 17 ans, 18 ans avaient des dialogues avec leur père, avec leur mère, ou bien par exemple ils vont dans des mosquées où il y a vraiment des imams qui ont vraiment la tête sur leurs épaules, croyez-vous qu'on allait facilement les avoir? On fait facilement des lavages de cerveau lorsque vous n'avez pas de base, lorsqu'il n'y a pas de dialogue. La Rogacienne que moi je suis aujourd'hui, c'est la Rogacienne qui a 6 ans, 7 ans par rapport à la culture que j'ai eue auprès de mon père. Ma personnalité aujourd'hui, les gens qui me connaissent, les membres de ma famille qui me connaissent, les frères et sœurs de ma mère, de mon père, excusez-moi, quand ils me voient, ils me disent, mais c'est Rogatien craché. Pourquoi? Parce que mon père a véhiculé certaines choses. Donc, quelque part aussi, il y a un problème d'éducation. On ne peut pas dire seulement que c'est par rapport aux faits de société, que c'est par rapport au chômage, à la crise. Mais il y a des pauvres qui sont polis. Il y a des pauvres qui sont éduqués. Il y a des pauvres qui ont un niveau de sagesse invraisemblable. Malgré que chez nous les chrétiens, donc la Bible nous dit que la parole du pauvre n'est pas entendue dans la cité, mais on reconnaît quand même qu'il y a des démunis qui peuvent avoir un niveau de raisonnement important. Donc moi, je crois que dans nos familles, dans nos cultures, dans nos traditions, essayons un peu de dialoguer, essayons de parler. On parle jamais. Vous allez voir nos enfants aujourd'hui, 15 ans, c'est beaucoup, 12 ans, 13 ans, toutes les jeunes petites filles qui naissent ici en Belgique, et en Europe, excusez-moi, c'est par émotion que je parle, vous les trouvez enceintes avec des bébés. On a joie location. Oh, que je fasse ça, que la CPS ou bien que je prenne le social. Mais c'est dû à quoi? Il n'a jamais eu dialogue avec la maman, il n'a jamais eu dialogue avec papa, alors ils s'en tapent le derrière, excusez-moi du terme, et ils vont faire du n'importe quoi. Quelque part, nous, en tant que responsables, nous avons notre faute. Vous êtes un homme d'église. Notre rôle, c'est pas seulement prêcher Jésus-Christ, mais c'est éduquer aussi les nations. Donc, quelque part, la faute nous incombe. Comment pouvez-vous imaginer qu'un chrétien puisse se convertir à une autre foi? Il y a anguille sous roche. Il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Donc je crois que aujourd'hui, moi et vous et nos frères dans notre communauté, nous devons comprendre que nous devons extrapoler, donc surpasser certaines de nos us et coutumes en disant que quand papa est au salon, on voit ça même en Europe. Dès que papa arrive, il regarde le journal ou bien l'info, tous les bébés, tous les gosses, ils sont dans leur chambre. Mais c'est quoi? Laisser les enfants entrer au salon, cause avec eux des faits de société. T'as suivi l'info, t'as vu ce qui s'est passé à Liège? Je me dis, écoute, nous, chez nous, c'est pas comme ça. Laisse-moi te dire que prenons le temps de causer avec nos enfants. Moi, je bénis sincèrement Dieu parce que j'ai eu un père tel que le mien. Le niveau de culture que j'ai aujourd'hui, c'est non seulement l'intelligence que Dieu a pu me donner, mais parce qu'il m'a donné un père qui m'a accordé le dialogue, qui me parlait de tout sans tabou. Il me parlait du sida, il me parlait des maladies sexuellement transmissibles. Ce qui a fait que je me suis gardée pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'on a abordé le sujet à la maison. Mais si on ne l'avait pas fait, peut-être j'aurais fait des bêtises pendant ma jeunesse. Aujourd'hui, les gens se tuent au nom de la religion. Ils sont xénophobes parce qu'il n'y a pas de dialogue. Et il y a des gens, j'ai vécu ce cas dans mon église. Un jeune qui s'est converti à l'islam, j'ai dû me battre avec ses parents pour qu'ils reviennent à Christ. J'ai dit, mais ne le bloquez pas, ne l'insultez pas, ne le rejetez pas. Et je lui ai montré l'amour que nous pouvons dégager dans le christianisme, afin qu'il revienne dans le droit chemin. Mais c'était pas facile. Donc nous avons aussi des problèmes, révérend. Nous avons des problèmes. Excusez-moi de vous avoir parlé la parole, oui. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je crois que c'est aussi une question de qu'est-ce que j'ai à donner à mes enfants. Qu'est-ce que moi-même j'ai reçu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'improviser
aujourd'hui, excusez-moi les termes, moralisateur. On peut pas s'improviser un père. On peut être un papa, mais un père, c'est autre chose. Et je crois qu'un père transmet ce qu'il a en lui. Oui. Et vous avez eu la chance d'avoir un père qui avait quelque chose à transmettre. Oui. Aujourd'hui, nous avons, d'après les statistiques ou d'après ce que les Européens nous montrent, nous avons 3 niveaux dans la société. Nous avons premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Et quand on nous parle du troisième niveau, ce sont essentiellement toutes les personnes instruites. Donc, des personnes qui ont étudié, qui ont une valeur, qui ont un patrimoine culturel à transmettre aux enfants. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont soucieux de l'éducation des enfants. C'est-à-dire que les enfants, c'est leur image. Les enfants, c'est leur passeport. Et ce sont des parents qui ont été formatés, si je peux dire ainsi, dans le but, évidemment, de laisser un patrimoine, ça soit argent, ça soit culturel. Et ce sont des enfants qui ne restent pas inutilement à la maison. Ils ont des activités extrascolaires. Ce sont des enfants qui s'enrichissent un peu partout, et les parents y veillent. Nous avons le premier niveau où des personnes, en majorité, et ils n'ont pas fait beaucoup d'études. Ils n'ont pas eu de parents, malheureusement, qui les ont, je peux dire, influencés sur le chemin de l'instruction ou de la culture. Oui. Et nous avons beaucoup de parents comme ça. Nous avons des parents parlant de chez nous, puisqu'il s'agit évidemment de parler de l'exonophobie dans notre communauté. Oui. Nous avons des parents qui sont au troisième niveau, et il y a cette lourdeur, cette charge culturelle qui les accompagne. Du papa qui doit avoir son espace, du papa qui doit être un papa très discipliné, un papa qui discipline ses enfants, comme vous venez de le souligner. Et c'est cette charge-là derrière, c'est ce sac à dos culturel qui fait que en n'ayant pas la pensée ou en s'élançant pas dans cette perspective de connaissance de la culture dans laquelle ils vivent, alors que ces enfants grandissent dans une culture qui n'est pas du tout la leur. Et il y a d'autres réalités que les enfants affrontent ici en Europe. Et il y a évidemment un choc. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons avec beaucoup d'enfants hypocrites à la maison, puisque les parents ne connaissent rien de ce qui se passe dehors. Les parents sont instruits, les parents ont été des ministres chez nous, des professeurs, et des personnes très ayant beaucoup de valeurs, mais il y a un manque de connaissances de la culture occidentale. Et les enfants grandissent dans cette culture, dont les enfants, quand ils viennent à la maison, ils retrouvent une culture africaine, disciplinaire, respect à outrance, je dirais même la crainte, la peur, ou certainement la dictature dans la maison. Et quand les enfants sont dehors, les enfants sont dans une liberté. Donc, évidemment, comment est-ce que il peut y avoir un dialogue, je dirais un dialogue consentant, si je peux dire ainsi. Donc, le papa, il est je dirais dans son espace de confort par rapport à son éducation, de dureté, par rapport à sa position d'un père qui doit utiliser de temps en temps peut-être des coups, des fouets. Et il ne peut pas y avoir dialogue. C'est pour ça que je prends les papas qui instruit, qui a été ministre, professeur, qui est en Europe et qui fait des enfants ici. Et ces enfants rencontrent une difficulté parce que le papa ne s'adapte pas. Le papa ne connaît pas ce qui se passe ici, évidemment, en Europe. Nous avons, mais cet enfant qui rencontre des difficultés avec son père, qui ne s'adapte pas avec la culture européenne, cet enfant peut s'élever parce que le papa, c'est un intellectuel. Donc il y a un discours, il y a un vocabulaire dans la maison.
il y a une culture de lecture dans la maison. Donc l'enfant peut se retrouver, malgré que à la maison, il n'y a pas un dialogue sincère, en tout cas par rapport à l'enfant. Mais pour la plupart, nous avons aujourd'hui en Europe beaucoup de parents qui n'ont pas atteint des niveaux d'études, qui n'ont pas eux-mêmes réussi, comme je disais au début. Ils n'ont pas réussi. Révérend, moi, ça me pose problème parce que le niveau d'études ne qualifie pas la qualité de la personne. Si vous regardez dans nos traditions africaines, j'ai eu l'opportunité, parce que quand je suis partie en Afrique, vraiment, j'ai un peu sillonné un peu partout, même dans les villages. J'ai vu des gens qui n'ont pas fait de hautes études, mais ils ont une sagesse, une connaissance et une intelligence invraisemblables. Donc le niveau d'études aussi ne qualifie pas la personne. Ça, c'est aussi un autre complexe de supériorité, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Des fois, on se croit parce qu'on a autant de diplômes qu'on est qualifié en tout. Mais des fois, il y a anguille sous roche. Vous pouvez peut-être être fort, vous amagasiner les documents, les syllabus comme un perroquet ou bien comme une perruche, mais dans la vie active, vous ne foutez rien. Regardez à l'époque, paix à sa mémoire, du président Mobutu, il était entouré de professeurs, il était entouré d'éminents intellectuels, mais qu'est-ce qu'ils ont fait du Zaïre à l'époque? Donc, C'est la culture. C'est le sac à dos que je disais tout à l'heure. C'est la dimension des cultures. Voilà. Oui, mais je crois que ça, on aura vraiment à en parler dans une autre émission, parce qu'aujourd'hui, c'était typiquement la xénophobie, vu que l'heure aussi est en train de courir derrière nous. Oui. Moi, j'aime bien respecter les auditeurs et les auditrices par rapport au timing qui leur ont été incubés et donnés. Donc, je ne sais pas si en quelques mots, vous pouvez clôturer votre intervention avant que nous puissions clôturer notre émission, révérend Amos Loufou. Ok, merci beaucoup, maman Rogatienne. En tout cas, ce que je peux dire dans ces thèmes, c'est vrai que il ne faut pas avoir peur de l'autre. Nous ne cesserons jamais de le dire, de le répéter. Et on apprend en échangeant. Donc, il faut aller à la découverte des autres. Et il faut toujours chercher à comprendre les autres. Pourquoi ça et pourquoi c'est arrivé. Si on réagit avec l'émotion, à tous les coups, il y aura une violence qui viendra par la suite. Parce que l'émotion ne comprend pas. L'émotion, c'est, voilà, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de rationalité, et ce sont des choses qui peuvent évidemment faire naître encore beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres violences, si on n'arrive pas à comprendre. Donc, j'ai pris et j'exhorte vraiment d'essayer de comprendre. Il faut toujours chercher à comprendre. Quand on comprend, on réagit mieux. Quand on comprend que derrière les attentats, il y a tout un phénomène, on va réagir mieux. Et si on comprend le pourquoi est-ce que dans l'Afrique, il y a tous ces mouvements, toutes ces violences, parce qu'il était question de dire pourquoi les xénophobies dans la communauté noire, pourquoi les Congolais n'aiment pas les Rwandais, pourquoi les Rwandais n'aiment pas les Congolais, pourquoi et les pourquoi. Je pense qu'il faut s'asseoir et réfléchir et comprendre pourquoi et comment ces choses sont arrivées. Et je dirais que ce n'est pas donné non plus à tout le monde. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà ce que je peux dire pour terminer. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. En tout cas, un grand merci à vous, révérend Amos Loufou, donc fidèle auditeur, auditrice. Vous venez de suivre l'intervention qui nous parlait tout à l'heure par rapport à notre thème de ce soir au sein de notre émission Autopsie New Look. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous étions en train de parler par rapport au thème qui nous est très important, qui est un thème d'actualité, c'était le danger de la xénophobie dans notre société. Donc, nous avons eu à essayer de décortiquer donc la provenance de la xénophobie, quelles sont les causes, les conséquences qu'elles peuvent mener au sein de la société. Et nous avons eu qu'un seul intervenant, vu que nous voulions vraiment lui laisser donc le temps et l'opportunité d'être libre par rapport à son intervention. Donc, je crois que vendredi prochain, nous allons reprendre notre émission Autopsie New Look, mais nous allons prendre un autre thème si il y a aucun sujet de société qui va nous toucher
personnellement, nous allons parler le vendredi prochain de la prostitution des hommes et des femmes, parce que nous voyons ici en Occident que ça pose problème. Il y a des hommes qui se prostituent pour avoir des papiers, il y a des femmes qui se prostituent d'eux-mêmes. Il y a des femmes qui se prostituent à tous les niveaux et nous allons essayer un peu d'en parler entre nous. Donc, essayer un peu d'élaborer parce que des fois, on aime trop condamner, mais on ne sait pas pourquoi. Vous savez, au niveau de la religion, lorsqu'on voit quelqu'un qui fait quelque chose de mal, on cherche à connaître quelle est la raison. Peut-être il y a la possession démoniaque. Il y a les blessures intérieures qui est une porte par entrée par excellence des démons et des entités. Et vendredi, malgré que nous serons toujours en dehors de la foi et de la religion, nous allons parler de la prostitution s'il n'y a pas vraiment un thème d'actualité outre que nous allons développer. Donc, on va parler de la prostitution non seulement des femmes, mais des hommes. Et dans notre communauté, il est devenu intense. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes, qui ont subi les divorces parce qu'ils ont fait venir un homme ou bien une femme d'Afrique, croyant que c'était l'amour à la folie, mais arrivé ici, d'ingane ko sale la famille nangai. Et après, donc, il y a eu des déboires, ou bien peut-être que la femme était trop âgée, l'homme avait accepté pour avoir les papiers, pour venir, et puis après, quand il a eu ses documents, il est parti voir ailleurs, la femme de même. Donc, ça, c'est pratiquement la prostitution. Donc, vraiment, je demanderai aux auditeurs, auditrices d'être là. Je voudrais qu'il y ait plus d'intervenants. Et nous allons vraiment essayer de nous discipliner, donc vendredi prochain, pour avoir des interventions de 5 à 10 minutes. Moi-même, j'essaierai d'être assez courte afin que je puisse respecter le timing qui me sera incombé par la chaîne Amafrica World, la chaîne de l'excellence, la chaîne de la différence et de la distinction selon Rogatien, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, merci à vous pour votre fidélité et merci pour avoir accepté de nous écouter au sein de vos demeures, de vos bureaux et de vos voitures. Merci à toute l'équipe technique qui nous a soutenus, sans toutefois oublier l'éminent homme de Dieu, le révérend Amos Loufou, qui intervenu d'une façon assez éloquente par rapport à la problématique de la xénophobie. Je tiens aussi à remercier ma consoeur que j'aime bien, maman Feza. Comme d'habitude, maman, on te soutient. Je soutiens aussi tous les intervenants au sein de la chaîne Amafrica World, donc que ce soit des professionnels des médias ou pas, que ce soit des hommes ou bien des femmes de Dieu, mais tant qu'ils véhiculent un message, donc nous allons continuer à vous soutenir. Donc ce soir, vous avez suivi votre émission Autopsie New Look, la cause et conséquences et les résolutions, avec votre servante, la prophétesse pasteur Rogatien Kapema. Je vous dis au revoir, à la prochaine et merci chez vous.
pour chasser de loin les divorces. Amour, pour fermer les portes aux soupçons. Amour, pour chasser de loin les bâtards. Amour, juste un tour, amour, dans des églises, oh amour, balayant la chair jusqu'au dernier banc, amour, leur donner le vrai amour, amour, pour fermer les portes aux critiques. Ton jumeau, amour, voilà la haine a combattu, amour. Elle gagne peu à peu le terrain, amour. Où es-tu, Agapao, amour? C'est toi le grand souhait. Tu te caches dans le cœur nettoyant, amour. Juste un tour, amour, en Yougoslavie, amoureux, en Somalie, amour, en Sierra Leone, amour. Oh, Nigeria.
te caches dans le cœur de croyants, amour. Oh, amour, tu es si rare dans ce monde, amour. Tu te caches dans le cœur de croyants, amour. Juste un tour, amour, sur la terre, amour. Ouvre la terre de tes ailes, amour, pour chasser de loin toute la haine, amour. Juste un tour, amour, dans des hôpitaux, amour. Un sourire de ta part, amour. Relever un monde de suppression, amour. Oh, oh, amour, tu es si rare dans ce monde, amour. Tu te caches dans le cœur de croyants, amour. Juste un tour, amour, dans des foyers, amour, pour chasser de loin les tribaux, amour, pour fermer les portes aux soupçons, amour, pour chasser de loin les bâtards, amour. Juste un tour, amour, dans des églises, oh amour, balayant la chair jusqu'au dernier banc, amour, leur donner le vrai amour, amour, faire ton jumeau, amour, voilà la haine a combattu, amour. Elle gagne peu à peu le terrain.
changer les mains en